Pouvoir, décision collective. Les décisions collectives sont celles qui requièrent la participation et le vote de l'ensemble des associés de la société. Le plus souvent, le chef d'entreprise, il veut concentrer tous les pouvoirs. Il ne veut pas partager avec la collectivité des associés. Donc, comme c'est la volonté que je rencontre le plus souvent, je vais réduire le pouvoir de la collectivité des associés. Non seulement réduire le pouvoir, mais aussi le droit de participer. C'est une spécificité de la SAS par rapport aux autres formes de société, c'est que les statuts déterminent le champ d'application des décisions collectives. Et le Code du commerce ajoute toutefois, et elle énumère des décisions qui doivent être collectives. Mais on va le voir. C'est quoi? La nomination du commissaire aux comptes? Qu'il y en a un. Bon. Ah, l'approbation des comptes. Ok. Bon. Et la distribution d'un dividende. D'accord. Certaines opérations en capital, notamment les fusions-absorptions, collectivité des associés. Ok. La modification de certaines clauses, telles que la clause d'inaliénabilité. Bon. Donc, il vaut mieux prévoir à l'entrée, au moment de la rédaction des statuts, pour éviter la décision collective. Quoi d'autre? Ah oui, si on accroît les engagements d'un associé sans son consentement, c'est impossible. Donc il faut ce consentement. Donc décision collective. Hormis cela, bien, je vais dire que le champ des décisions collectives sont uniquement celles pour lesquelles la loi impose la participation et le vote de la collectivité des associés. Et tout le reste des décisions ne sont pas collectives. Donc j'ai intérêt à prévoir la hiérarchie des décisions pour les décisions non collectives. Le premier président statutaire, ensuite le président non statutaire ou l'associé fondateur. Et voilà. J'ai des catégories d'associés et j'ai des catégories d'actions de préférence qui attribuent des pouvoirs renforcés. Les formes de consultation, donc pas d'assemblée. Chez moi, pas d'assemblée. Là, les règles de la société anonyme qui concernent notamment les règles de quorum et d'assemblée sont inapplicables à la SAS. Donc, sauf si les statuts prévoient les assemblées, bon, mais moi, je ne prévois jamais d'assemblée. Le président pourra tenir une assemblée s'il le décide. Les statuts pourront prévoir, sur décision du président, et lui seul pourra décider de tenir une assemblée. Consultation écrite, bah oui, il faut toujours les prévoir. La consultation écrite en cas de décision collective, je rappelle. Souvent, je dis que les décisions sont prises à la majorité des droits de vote. Et comme le chef d'entreprise détient à lui seul la majorité des droits de vote, ben il prend seul les décisions. Ce n'est pas une décision collective. Il n'aime pas à consulter l'ensemble des associés pour décider. Il fera un procès-verbal de sa décision pour que ça s'impose à tout le monde, mais c'est tout. Et l'information préalable des actionnaires. Un exemple là aussi, quand vous convoquez des actionnaires à une assemblée de sociétés anonymes, vous devez communiquer les comptes pour l'approbation, pas pour la SAS. Vous pouvez éventuellement tenir l'assemblée, pas obligatoire. Pour l'approbation des comptes, parce que vous pouvez faire très bien une consultation par écrit, et vous n'avez pas l'obligation de communiquer les comptes. Il va falloir qu'il aille les chercher au greffe. Ça devient un peu compliqué quand même, pour les associés. Mais qui peut le plus, peut le moins. Ça veut dire que si vous partez sur une rédaction des statuts très démocratique, vous ne pourrez plus être autocratique. Par contre, si vous êtes
autocratique à l'entrée, j'ai pas dit fasciste, hein. Bon, mais il vous sera toujours loisible d'être plus démocratique de par vos décisions. Donc si vous avez envie de tenir une assemblée et d'organiser une fête familiale, ça c'est votre liberté, hein. D'ailleurs, vous voyez que vous aurez plus de merci quand vous autoriserez certaines choses, alors que si vous autorisez tout à l'entrée des statuts, vous n'obtiendrez jamais de merci. On n'est pas là pour obtenir des merci, hein, mais c'est quand même plus agréable dans les relations. Voilà. Voilà le cadeau que je te fais. Sinon, c'est un dû. Ça participe aussi à l'éducation des descendants, hein, à mon sens. Enfin. Pouvoir, règle de majorité, donc présentation. Participer n'est pas voter. Il y avait une jurisprudence fluctuante, mais maintenant, l'article 1844 du Code civil. Les pouvoirs de l'usufruitier et du nu propriétaire, piège, là encore. Les règles de quorum et de majorité, il n'y en a pas dans la SAS, sauf si vous décidez qu'il y en ait dans les statuts. Et les pouvoirs des associés de la SAS, ils ont un pouvoir si vous l'avez décidé. Mais vous voyez que même pour les décisions collectives pour lesquelles je vais avoir le vote des associés, dès lors que j'écris que les décisions sont prises à la majorité des droits de vote, et que moi seul détiens la majorité des droits de vote, quand bien même je détiens une petite partie du capital, je suis le seul à prendre des décisions. Je vais avoir la contrainte de consulter l'ensemble des associés, mais uniquement pour les décisions collectives. Donc la SAS, les associés sont consultés dans les conditions et les formes prévues par les statuts. Donc pas d'assemblée, aucun quorum n'est exigé, aucune règle de majorité, sauf exception. On va voir que certaines décisions requièrent l'unanimité, l'accord unanime des associés. Et l'obligation de consulter les associés, mais uniquement pour les décisions collectives. Et à vous, rédacteurs des statuts, de déterminer le champ des décisions collectives. Et participer n'est pas voter. On ne peut pas priver un associé du droit de participer, mais pour certaines décisions, on peut le priver du droit de voter. D'ailleurs, si un associé détient des actions sans droit de vote, et uniquement des actions sans droit de vote, il est privé du droit de voter, indirectement. Mais on ne peut pas l'interdire du droit de participer. Mais viens participer, mais tais-toi. Vous voyez, je suis très démocratique. Participer, c'est pas voter. 1844 du Code civil, maintenant, c'est inscrit dans les statuts, dans le Code civil. Voilà. D'ailleurs, c'est inscrit directement dans le Code civil, notamment en ce qui concerne le pouvoir des indivisaires. En aucun cas, un indivisaire ne peut voter. Il est obligatoirement représenté par un mandataire, par le mandataire de l'indivision. J'invite d'ailleurs à le nommer dans les statuts, ce mandataire. Mais, jurisprudence, on ne peut pas priver l'indivisaire du droit de participer. C'est lui qui a la qualité d'associé, donc il ne peut pas voter, mais il a le droit de participer. Donc participer n'est pas voter. Et en ce qui concerne les relations entre usufruitier et nu propriétaire, le droit de vote appartient au nu propriétaire, sauf en ce qui concerne l'affectation du bénéfice, où il est réservé à l'usufruitier, sauf clause contraire. D'ailleurs, attention, vous voyez bien que cette disposition-là, elle est adoptée par les spécialistes pour réguler les pouvoirs entre usufruitier et nu propriétaire grâce à sauf clause contraire. Donc, on va accorder les pouvoirs à l'usufruitier, le donateur, justement en ayant recours à la clause contraire. C'est pas ma pratique. C'est pas ma pratique.
Ma pratique, c'est plutôt de recourir aux préférences. Préférence à certains associés, préférence à une catégorie d'associés, ou préférence aux actions de préférence. Et si je suis titulaire d'actions de préférence qui indirectement m'accordent la majorité aux décisions, ben, je serai le seul à voter en fait. Sauf pour les décisions collectives, les autres, ils vont voter. Mais je suis le seul majoritaire. Quand bien même je suis minoritaire en capital. Donc je me méfie du démembrement de propriété, notamment lorsque j'ai un Dutreil, parce que, faites les calculs, vous verrez qu'une transmission nue propriété ou pleine propriété, bien, le coût est assez proche, parce que avec une donation en pleine propriété avant 70 ans, j'ai une réduction des droits de mutation à titre gratuit de 50%. Donc déjà, j'ai l'abattement de 75% du travail, que ce soit en pleine propriété ou en nue propriété. Si c'est une donation en pleine propriété avant 70 ans, j'ai une réduction en plus de la moitié des droits de mutation à titre gratuit. Ce qui fait que le coût est assez proche d'une donation en pleine propriété. Mais surtout, c'est que pour un pacte du travail, les pouvoirs de l'usufruitier doivent être statutairement limités à l'affectation des bénéfices. Et une réponse ministérielle ajoute la perte, je ne sais pas si elle est légale, hein, j'en doute, mais la perte des pouvoirs de l'usufruitier est irréversible, y compris après le pacte du travail. C'est pour ça que je doute de la légalité d'une telle clause, mais bon, pour l'instant, c'est celle qui prévaut. Hein. Pouvoir de l'usufruitier, donc, est du nu propriétaire. Donc, le nu propriétaire, sauf clause contraire, c'est lui qui détient les pouvoirs de participer et de voter aux décisions collectives. Encore faut-il qu'il s'agisse d'une décision collective. Bon, c'est vrai que j'insiste, mais quand je vois les statuts, quand je vois le dirigeant, il est tenu à convoquer les assemblées à chaque fois pour prendre des décisions, bah, voilà, si on peut l'éviter quand même, c'est mieux. Et on a vu qu'on a une contrainte fiscale, pacte du travail, qui limite les pouvoirs de l'usufruitier à l'affectation des bénéfices. Quorum majorité, il n'y en a pas dans la SAS, sauf si les statuts le prévoient. Donc attention à la rédaction des statuts. Sinon, pour la SARL et pour la société anonyme, c'est lourd. Hein. Quorum, première convocation, seconde convocation. Ah ben tiens. Bon, comme si on avait que ça à faire. Enfin, bon. Il y en a qui ne veulent pas faire des économies. Enfin, maintenant, ça change. Bon, donc, voilà. Et je vais inscrire dans les statuts qu'il n'y ait pas l'obligation de tenir une assemblée. Si il doit y avoir une décision collective, on a vu le champ des décisions collectives et je vais y revenir, on aura une consultation écrite. Et je vais même être plus autocratique en disant qu'on consulte par écrit, mais je vais formuler la question de telle sorte que votre réponse, c'est seulement un oui ou un non. Toute réponse ou commentaire est considérée comme nulle, voire pour un pour. Bon, c'est quand même des ardeurs. Hein. Bon, on s'amuse. Alors, prise de décision, la SAS, les statuts. C'est les statuts. Alors que pour la société anonyme, c'est lourd. Hein. C'est pour ça que la société anonyme, qui était instaurée par Napoléon, et Napoléon a été animé par un esprit très démocratique. Ça se voit sans doute qu'il n'avait pas de société, parce que la démocratie chez lui, pas de politique, s'il vous plaît. Donc, voilà. Donc, le pouvoir, dans une société anonyme, il revient à qui? Au conseil d'administration. Et si vous transmettez vos actions à vos enfants, et que vous n'êtes pas le représentant, vous perdez les pouvoirs.
Et le président et le directeur général sont nommés par le conseil d'administration. Donc vous voyez que c'est vraiment le conseil d'administration qui a le pouvoir. Bon, c'est vrai que le plus souvent, c'est le président parce que c'est lui qui détient la majeure partie du capital. Mais c'est une erreur, à mon sens, économique et fiscale, que d'être majoritaire au capital de la société. À moins de vouloir déshériter ou de ne pas vouloir transmettre. Donc voilà. Alors que pour la SAS, je vais plutôt avoir tendance à faire une structure de décision, une gouvernance, au moins pour la génération, totalement pyramidale. C'est le président qui va cumuler tous les pouvoirs. Alors que pour la société anonyme, un autre exemple, c'est que le président est révocable, il est nommé par le conseil d'administration, est révocable ad nutum. Voilà, sans explication. Bon. Alors, il y a des subterfuges pour éviter tout ça, mais pour la SAS, il n'y a pas de subterfuge. On écrit. Voilà. Et on écrit même la philosophie de l'organisation des pouvoirs. Tout à fait faisable. Pour la première génération. Et puis on va inventer une hiérarchie d'autres pouvoirs pour la deuxième génération. Et donc, on va pouvoir organiser la gouvernance future de l'entreprise. Parce que méfiez-vous, si on part sur un modèle autocratique, on pourra conserver les pouvoirs. Si vous partez sur un modèle démocratique, à un moment donné, vous pourrez être mis, le chef d'entreprise pourrait être mis à la porte. On l'a vu. Bon, beaucoup d'exemples. Et donc, on va demander au chef d'entreprise quelle est sa perception du pouvoir, la répartition entre la famille actionnaire. D'ailleurs, qu'est-ce que les familles, quel est le périmètre de la famille actionnaire? Est-ce que on accepte les conjoints? Donc voilà, on écrit tout ça, mais on a des clauses d'agrément. Alors je suis complètement bordé sur les deux premières générations, puisque tout est concentré dans les mains d'une personne. Donc c'est lui qui va d'ailleurs donner l'agrément, ou même décider de l'inaliénabilité des actions. Vous voyez? Après, évidemment, la troisième, quatrième génération, on peut penser être plus démocratique, quoique. Et puis, on peut aussi envisager le fait qu'à un moment donné, sur une génération donnée, il n'y a pas de personne qui a la capacité de diriger l'entreprise. Donc, on peut faire appel à un dirigeant extérieur. Mais si on confie le pouvoir au président, vous voyez, c'est pour ça que je distingue dans les statuts le président qui appartient, le premier président, le président associé familial, le président associé non familial, c'est le président nommé extérieur, et je vais déterminer les pouvoirs de chaque catégorie de présidents. Les présidents successifs, tout est possible. La difficulté, c'est de recueillir l'avis du chef d'entreprise. Mais on peut lui suggérer des idées. Voilà. Et au fil du temps, il affine ses idées, puis après, on tient la plume et on écrit ce qu'il désire. Il est content. Pouvoir des associés de la SAS, donc certaines décisions requièrent l'accord obligatoire des associés, certains, sauf clause contraire, et les décisions sans l'intervention des associés. C'est ma préférence. Mais ça va dépendre de la rédaction des statuts. Et on va voir que la loi impose la participation, le vote des actionnaires, des associés, pour certaines décisions qu'on a citées précédemment et sur lesquelles je vais revenir. Et la force de la SAS, l'une des forces de la SAS, c'est la première, c'est que les statuts organisent librement comment les décisions sont prises, mais deuxième ici stipulation, c'est que les statuts précisent également librement les décisions qui relèvent de la collectivité des associés.
sauf certaines décisions pour lesquelles la loi oblige la collectivité, la décision collective. Donc, on peut restreindre tout de suite le pouvoir des associés, quitte à ce que le dirigeant d'entreprise ouvre le champ ensuite. Et on a vu que le sens inverse, c'est impossible. Donc, je vais limiter le champ des décisions collectives. Voilà, article 227.9, les décisions collectives, c'est les statuts qui décident. Sauf, toutefois, voilà. Toutefois, voici les décisions qui requièrent le vote obligatoire des associés et celles non obligatoires. Donc, obligatoire, intervention obligatoire des associés, soit l'accord est unanime, soit l'accord est unanime sauf clause contraire, soit la loi impose le vote des actionnaires. Et pour les décisions sans intervention des associés, la participation ou non des associés aux décisions collectives. Décisions avec le vote obligatoire des associés. Donc les décisions qui requièrent l'accord unanime des associés. L'augmentation des engagements d'un associé, car alinéa 2 de l'article 836 du Code civil, on ne peut pas accroître les engagements d'un associé sans son consentement. La modification des statuts, sauf clause contraire, alors que pour la société anonyme, c'est du ressort des AGE, les 2 tiers. Ici, c'est ce qu'on veut. Je peux écrire que les statuts peuvent être modifiés par le président. J'évite. J'évite parce qu'on pourrait éventuellement attaquer la clause en tant que la prohibition des clauses purement potestatives, qui ne dépend que de la volonté d'une seule personne. Ce n'est pas le cas, mais, puisque le président, ce n'est pas une personne, ce n'est pas une personne nommément désignée, mais j'évite. Je vais pouvoir, par exemple, dire que les statuts peuvent être modifiés à la majorité simple des droits de vote. Et comme le chef d'entreprise, il a à lui seul la majeure partie des droits de vote, notamment par les actions de préférence, voilà, lui seul va pouvoir modifier les statuts. Mais attention, si la modification des statuts entraîne un accroissement des engagements d'un associé, il faudra l'accord unanime. Il faut également l'accord unanime pour l'adoption en cours de vie sociale ou la modification de certaines clauses statutaires telles que la clause d'inaliénabilité, l'interdiction de céder toute action, ou le changement de contrôle de la personne morale associée. Oui, donc voilà. Mais si les clauses ont été prévues au moment de la rédaction des statuts, il ne faudra pas le vote de la collectivité des associés. Donc attention à la rédaction des statuts à l'entrée. Il faut également l'unanimité des associés pour la nomination du commissaire aux comptes, en cas d'apport en nature, voire de stipulation d'avantages particuliers. On verra ce que c'est que la stipulation d'avantages particuliers et notamment les actions de préférence. Et l'augmentation de capital par majoration du nominal, sauf certaines majorations. La transformation par fusion-absorption et l'augmentation, on a vu, des engagements des associés. Donc ici, c'est le détail de ce qu'on vient de voir ici précédemment. L'adoption ou la modification de certaines clauses en cours de vie sociale, inaliénabilité, changement de contrôle de la personne morale associée, la désignation du commissaire aux comptes, l'augmentation du commissaire aux comptes, s'il y en a un, on a vu les seuils dépassés, l'augmentation du capital par majoration du nominal, sauf si l'augmentation est réalisée par incorporation des réserves ou primes d'émission ou bénéfices, la transformation par fusion-absorption et les accords unanimes des associés, sauf clause contraire. On a vu la modification des statuts, c'est l'unanimité, sauf clause contraire. La prorogation de la durée de la société, unanimité, sauf clause contraire.
Et la nomination du liquidateur et l'approbation des comptes de liquidation, pareil. J'invite pour toutes les sociétés, dans les statuts, à nommer le liquidateur de la société. Alors, quelquefois, je ne sais pas qui ce sera, mais ça peut être moi. Si je décide de procéder à la liquidation anticipée de la société, il vaut mieux que ce soit moi le liquidateur. Mais ça ne pourrait être que moi que si je l'ai prévu dans les statuts. Sinon, le liquidateur est nommé en justice et le pouvoir souverain du juge. Bon. Et voici les décisions qui obligent au vote des associés. On a l'augmentation du capital, l'amortissement du capital, la réduction, fusion, scission, dissolution, transformation, la nomination du commissaire aux comptes, l'approbation des comptes et l'affectation des bénéfices. Également, en ce qui concerne le dividende, la distribution du dividende, faut-il distribuer ou non un dividende, mais pas la répartition. La répartition du dividende n'est pas forcément une décision collective. D'ailleurs, je peux mettre, on l'a vu, des préférences, notamment en dividende pour certaines actions. Donc vous voyez bien que si ces préférences sont prévues dans les statuts, j'écarte la collectivité des associés pour le vote de la répartition du dividende. Si je dis que telle catégorie d'actions me donne à 100 droits à dividende, je ne vais pas demander le vote. Non. Et l'émission d'actions de préférence. Oui. C'est pour ça que, pour éviter là encore le vote des associés, sur l'émission d'actions de préférence, et on verra que le bénéficiaire de cette émission d'actions de préférence ne peut pas voter l'émission, donc il vaut mieux prévoir là encore toutes les catégories, la création des catégories d'actions de préférence à la rédaction des statuts. Conserver les pouvoirs, actions de préférence. Mais j'ai d'autres également solutions pour que le dirigeant d'entreprise soit assuré de conserver les pouvoirs, même s'il transmet la majeure partie du capital de la société. Voilà. Et je ne vais pas mettre que c'est les AGE et les AGO. Je veux dire que les décisions sont prises le plus souvent à la majorité des droits de vote, à moins que la loi oblige à la participation à l'accord unanime des associés. Décision sans l'intervention de la collectivité, donc des associés, donc participation ou non des associés aux décisions collectives, et on a vu que c'est la liberté statutaire pour déterminer le champ de compétences de la collectivité des associés. On peut confier les pouvoirs grâce aux actions de préférence, mais également attribuer des pouvoirs à certains membres de la famille, d'une famille d'associés. Donc, bien préciser la hiérarchie des fonctions pour qu'il n'y ait pas de conflit de décision, de pouvoir. Nullité des décisions prises en violation des règles de majorité, eh bien non. Voilà, parce que le principe en droit, c'est que il n'y a pas de nullité sans texte. Voilà, c'est tout. Donc, même si je prends des décisions qui ne sont pas du ressort du même pouvoir, eh bien, la décision n'est pas annulable. Alors, voici des exemples d'annulation prévus par le Code de commerce pour la SAS et pour l'ensemble des sociétés par action. Exemple d'annulation prévue par le Code des commerces pour la société anonyme, mais inapplicable à la SAS. On a vu que les règles qui concernent les assemblées, et notamment la convocation aux assemblées, ne concernent pas la SAS. Bien souvent, la société anonyme, je ne me souviens plus, mais vous avez des règles de convocation aux assemblées, à moins que l'unanimité des actionnaires décide de passer outre
à ses obligations légales, eh bien pour la SAS, non, aucune obligation légale. Et pour l'ensemble des sociétés par action, eh bien éventuellement, voilà, un article du Code de commerce qui dit que les délibérations prises en violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions peuvent être annulées. Peuvent être annulées, pouvoir souverain du juge. Mais, voilà, justement, la jurisprudence, en général, ne valide pas, puisque le peuvent laisse place à trop grande liberté, et le principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans texte prime. Pour la SAS, toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle, toute cession d'action. Ça m'arrange. Alors, quand il n'y a pas de nullité sans texte, je peux introduire, moi, en tant que rédacteur des statuts, que certains événements peuvent conduire à l'annulation de la décision. Puisque je suis libre dans les statuts. Des décisions doivent être prises collectivement dans les conditions prévues par les statuts. Les décisions prises en violation des dispositions peuvent être annulées par la demande de tout intéressé. Encore faut-il que la personne soit intéressée. Un tiers ou l'administration fiscale qui n'est pas partie prenante de la société ne pourrait pas demander l'annulation. Est-ce que les statuts de la SAS peuvent-ils prévoir la nullité ? Il n'y a pas de jurisprudence, mais on se souvient. Il n'y a pas de nullité sans texte. Voilà, je veux servir également de ce principe-là pour introduire des nullités pour certains actes. Et là, je vous ai mis une proposition de rédaction de clause. Attention, la liberté statutaire. Donc voici les décisions qui relèvent de la collectivité des actionnaires. Décision collective, modalité pratique de participation et de consultation. Pour la SAS, c'est la liberté statutaire. Donc évitons de prévoir dans les statuts les assemblées générales, ordinaires et extraordinaires. Et s'il y a décision collective, eh bien à ce moment-là, ce sera la consultation écrite, par exemple. Voilà, pour la SAS, la liberté statutaire. Tous les modes de consultation sont possibles. Les assemblées, la consultation orale, mais il faut apporter la preuve qu'on a consulté, donc vaut mieux l'écrit quand même. Pas d'obligation de tenir l'assemblée, contrairement à la société anonyme. Et voici l'ARSAS, voici les textes, les références. Pas d'obligation de tenir l'assemblée. C'est quand même fortement ancré dans les esprits, la tenue des assemblées. Bon, puis c'est du business, c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, que veut le client ? Donc voilà les textes applicables à la société anonyme qui ne s'appliquent pas à la SAS. Des assemblées, les compétences de la GO et de la GE, les quorums, les assemblées spéciales d'une catégorie d'actions, ça on y reviendra, ça allège, le contenu du rapport de gestion, la convocation à l'Assemblée générale, on l'a vu, la tenue des assemblées, et l'annulation des décisions prises en assemblée ne s'applique pas à la SAS. Donc, voilà une idée, une suggestion de rédaction de clauses statutaires. Voilà, dès lors qu'une délibération qui ne relève pas au sens de la loi d'une décision collective n'est pas considérée comme collective et ne nécessite pas la participation et le vote de l'ensemble des associés. Et j'ai prévu donc ma hiérarchie des décisions. Et la décision est prise même si les associés n'ont pas participé.
Donc voici quelques jurisprudences concernant la SAS et les décisions collectives. Une jurisprudence récente concernant les décisions collectives. Décisions collectives, ben, le juge dit qu'il faut au moins quand même la moitié des voix. Bon. Par exemple, annulation de la décision qui dit qu'il faut recueillir le tiers des droits de vote des associés. Non. Et nulle la clause. Mais c'est la clause qui est nulle, ce n'est pas les statuts. Donc, et si la décision est collective, bien, on ne peut pas exclure un associé pour le calcul de la majorité. Bon, mais c'est pas grave, voilà, puisque moi seul, le dirigeant, il a la majorité pour toutes les décisions. Forme de consultation, liberté statutaire de la SAS, puisque on a vu que les décisions collectives, éventuellement, sont prises dans les formes et les conditions qu'ils prévoient, que les statuts prévoient. Et là encore, je vous ai mis une proposition de rédaction. Mais attention, je vous invite à rédiger pour chaque situation que vous rencontrez. Assemblée générale, pas d'obligation de tenir une assemblée, voire d'établir un procès-verbal ou de faire signer une feuille de présence. Je rigole parce que... Non, je rigole. Voilà, c'est souvent une exigence qui est posée par le greffe. J'ai pas la signature des assemblées, je veux la feuille de présence. Donc, je en fais, je ne vais pas discuter longtemps, mais quand même... je renvoie les références du Code de commerce qui exonèrent le procès-verbal de l'Assemblée. Et également de tenir le registre des décisions cotées et paraphées. Les règles ne sont pas applicables à la SAS. Alors, il faut toujours se ménager la règle de la preuve. Bon, c'est pour ça qu'il y a un minimum d'écrit. Statut assemblée, et voici des propositions de rédaction, de clause. Si il y a assemblée, tenue de l'assemblée, s'il y a assemblée, la représentation, là aussi, liberté statutaire. Alors, le plus souvent, ma clause, là encore, dépend de la volonté du chef d'entreprise, mais le plus souvent, je vais écrire que personne ne peut se faire représenter, sauf décision contraire du président, du premier président fondateur, qui vous voulez. Sauf décision contraire, parce que j'ai pas envie, s'il y a tenue obligatoire d'une assemblée, parce que j'ai pas prévu dans les textes, de rencontrer des personnes que je n'ai pas envie de rencontrer, ça participe à ma qualité de vie. Eh oui. Et voici des exemples de rédaction de clauses en ce qui concerne la consultation écrite. Voilà, je mets un délai de réponse. Je peux mettre la réponse, c'est par un oui ou par un non. Toute autre réponse est considérée comme nulle. Procès verbal des décisions collectives. Pas d'obligation pour la SAS de tenir le procès verbal des décisions collectives, mais on va faire un compte rendu, tout simplement. Et accomplir, bien sûr, les publicités auprès du greffe pour rendre les décisions opposables. Et voici un exemple de clause. Information préalable des actionnaires? Non, pas pour la SAS. Voilà. Donc, pas d'obligation pour la SAS de communiquer les comptes, notamment pour l'approbation. Donc, je peux très bien limiter, là encore, le droit d'information des actionnaires. Et je dis que, au lieu que la loi change et que m'oblige, bien, voilà, je dis que on va faire le strict minimum imposé par la loi. Et la loi n'impose rien, puisque la disposition applicable à la société anonyme est inapplicable à la SAS.